Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va corriger un extrait d'une épreuve de Centrale MP donnée en 2017, l'épreuve physique chimie 2, dont une partie, la partie 3, était consacrée à la mesure de biréfringence d'un scotch. Donc ça va être l'occasion pour nous de revoir un petit peu tout ce qui est étude des milieux biréfringents. J'ai fait une série complète de vidéos, de 10 vidéos sur la polarisation et toute une partie sur les lames à retard, quart d'onde, demi-onde, au programme en PC, mais je ne crois pas en MP. Or là, dans ce sujet de MP, celui qui maîtrisait les données sur la biréfringence pouvait, de manière beaucoup plus efficace, résoudre cette partie-là. Donc finalement, je pense que ces vidéos sur la biréfringence peuvent concerner absolument toutes les filières. Donc si ça peut t'aider, tu peux les consulter. J'ai également fait une petite vidéo de lumière où on voit justement ce qui peut se passer quand on intercale un rouleau de scotch entre un polariseur et un analyseur, que l'on fait bouger l'un par rapport à l'autre. Et c'était également le principe de ce qu'on va voir ici, la mesure de la biréfringence d'un scotch à l'aide d'un réseau. Et ça va être l'occasion de mettre en application notre cours très récent sur les réseaux. Alors c'est parti. Donc le lien vers l'énoncé est en dessous de la vidéo. On attaque directement à la page 6, la série de questions donc, qui était en lien un peu avec l'analyse documentaire, donc qui concernait la description de cette expérience de mesure de biréfringence du scotch. Donc je prends directement la partie 3B1 et je vais d'abord peut-être synthétiser l'énoncé pour te rappeler ce qu'est un milieu biréfringent. Donc un milieu biréfringent est caractérisé par deux indices différents. Un indice qui est souvent plus grand que l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appellera donc l'axe Y, l'axe lent, parce que la vitesse de phase qui vaut C sur N sur cet axe donc, est plus petite que celle sur l'axe rapide, donc qui vaut C sur N0 si NE est plus grand que N0. Donc l'idée de ce milieu-là, c'est qu'en fait, il y a deux indices différents pour des directions de polarisation perpendiculaires selon X et selon Y. Et comme on va le voir dans la suite, quand une onde est polarisée rectilignement soit selon X, soit selon Y, elle voit en quelque sorte l'indice relatif à cet axe et donc sa direction de polarisation ne change pas. Alors que si elle est polarisée de façon quelconque ayant une projection à la fois sur X et sur Y, la lame va modifier cet état de polarisation par une différence de marche introduite par cette lame entre les axes lents et entre l'axe lent et l'axe rapide. Et c'est ce qui va se passer ici et c'est ce qui va être exploité pour mesurer justement, le but c'est de mesurer delta N, la différence entre les deux indices sur les axes lents et sur l'axe rapide. Alors, je ne relis pas forcément tout l'énoncé, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la partie 3B1 concernait en fait la propagation de l'onde électromagnétique incidente pour les Z négatifs qui arrivent sur cette lame d'épaisseur E. Et donc on nous disait que dans le domaine des Z négatifs, donc on paramétrait cette onde en notation complexe, donc une onde plane progressive, harmonique, donc monochromatique. Donc se propageant dans l'air, assimilé au vide. Alors, on ne nous donne pas vraiment l'état de polarisation. Bon, en toute rigueur, il faudrait peut-être rajouter ici sur E0 une barre aussi parce que c'est complexe. L'état de polarisation est contenu dans l'amplitude complexe qui est là. Si E0 n'a qu'une seule composante sur un axe, alors la polarisation incidente est rectiligne. Mais ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Ça reste très général. Petit a. Exprimer le vecteur d'onde K correspondant à la situation étudiée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut répondre à minima en disant que K est égal à oméga sur C. C'est l'équation de dispersion. Mais bien sûr, on peut en dire un petit peu plus en donnant la direction de propagation de K. Donc, K est toujours dirigé selon la direction de propagation. Sa norme, c'est aussi 2pi sur lambda. Et d'où vient cette relation de dispersion? Bien sûr, elle vient du fait que le champ électrique dans le vide vérifie l'équation de D'Alembert. Donc, c'est en prenant la forme de l'équation de l'OPPH et en la réinjectant dans l'équation de D'Alembert que l'on va redémontrer cette relation de dispersion. Voilà, alors
On ne va pas en dire de trop non plus, je ne pense pas qu'il fallait trop s'étendre, mais rappeler ces choses était certainement très très bien. Alors petit b, justifier que K et E0 sont nécessairement orthogonaux entre eux. Donc le champ électrique E est perpendiculaire à la direction de propagation. On pourrait faire un petit schéma d'une onde électromagnétique dans le vide. Donc E, B et K forment un trièdre orthonormé direct, tu le sais certainement. Donc par exemple B est égal à K vectoriel E sur oméga. C'est vrai en notation réelle, c'est vrai en notation complexe. Quand on est dans le vide, le vecteur d'onde est réel. Et donc, on a aussi ce qu'on appelle la transversalité de l'onde. C'était la propriété demandée. Donc, une onde transverse, c'est une onde pour laquelle la grandeur vibratoire est perpendiculaire à la direction de propagation. Et donc, ici, effectivement, l'onde est transverse. On peut faire des permutations circulaires, bien sûr, sur ces vecteurs. En tout cas, ce qui est important ici, c'est que E est perpendiculaire à la direction de propagation. Alors, pour démontrer ça, tu sais qu'il faut prendre les équations de Maxwell et les transformer dans les complexes. Et les équations qui donnent la transversalité, c'est avec la divergence. Divergence de E, normalement c'est ρ sur epsilon 0, donc c'est l'équation de Maxwell-Gauss. Comme on est dans le vide, ρ, pas de charge, donc ρ est nul. Et alors on peut utiliser l'opérateur nabla qui agit en notation complexe. On a une convention en j oméga t moins KOM, donc qui agit comme moins j K, et avec ça on peut former les divergences, on peut former les rotationnels, et ici donc c'est la divergence, donc divergence de E est égal à 0 est équivalent à JK moins JKE égale à 0, c'est-à-dire K scalaire E0 égale à 0, donc E0 perpendiculaire à K. De la même manière tu peux démontrer la transversalité de B, et la structure complète des ondes dans le vide, ça c'est vraiment fondamental de savoir le faire. Justifier que les... Donc ça on vient de le faire. Alors 3B2. On suppose dans cette question que l'onde incidente est polarisée rectilignement selon OX. Donc là on nous donne une direction de polarisation. Le vecteur E0 est dirigé selon le vecteur UX. Alors ça c'est dans cette nouvelle question bien entendu. Expliciter en notation complexe le champ associé à l'onde au niveau de la phase de sortie, puis en un domaine quelconque du domaine Z plus grand que E. Donc il faut donner l'expression de l'onde électromagnétique qui était polarisée sur X à la sortie de la lame. Alors pour ça, finalement, il n'y a qu'un seul truc à savoir, c'est que quand tu es dans un milieu d'indice n, le vecteur d'onde dans le vide est remplacé par n fois k. La longueur d'onde, elle est divisée par n. Par contre, la pulsation ne change pas. Et donc, cette onde, quand elle va se propager dans la lame, donc en z égale petit e, eh bien son expression, ça va être tout simplement E0x exponentielle j oméga t moins n k petit e. Voilà, donc voilà l'expression de l'onde à la sortie de la lame. Et si on se place maintenant pour z plus grand que e, on est dans le vide, et donc, eh bien, il faut rajouter le terme de propagation, mais avec un vecteur d'onde k, sous-entendu k, 2pi sur lambda, lambda la longueur d'onde dans le vide, donc moins k, z, moins e, hein, voilà, pour ne pas refixer une origine des z qui est restée à l'entrée de la lame. Donc voilà des choses très très simples, et comme on était selon UX, c'était pas n'importe quel indice, voilà, là j'ai raisonné un petit peu comme si on était dans un milieu non pas biréfringent mais réfringent, il faut préciser la valeur de l'indice. Donc le point important, c'est que l'onde, entre guillemets, voit cet indice, N0, et lui tout seul. Donc le point important, c'est que la lame ne modifie pas l'état de polarisation rectiligne si le champ électrique incident est polarisé selon l'une des deux lignes neutres, puisqu'il voit soit un indice, soit l'autre, mais il n'a pas conscience, entre guillemets, qu'il y a un autre indice sur un autre axe. Alors, donc voilà, en fait, ce qu'on voulait nous faire dire ici, c'est que l'état de polarisation n'est pas modifié. Mais maintenant, 3B3, on va polariser une onde incidente rectilignement, mais selon la bissectrice de XY.
et on nous donnait, alors on pourrait peut-être faire un dessin en perspective en voyant l'onde arriver vers nous. Voilà, donc Z, et donc on avait un champ incident E, qui s'écrit E0 sur racine de 2, UX plus UY, donc quand on le projette, voilà, il est de norme E0, il oscille bien sûr, hein, mais là on a représenté donc son amplitude, E0. Donc, en admettant que la biréfringence du scotch est un phénomène linéaire, donnez en notation complexe l'expression du champ électrique obtenu dans le domaine Z plus grand que E. Donc que se passe-t-il maintenant si le champ n'est pas polarisé selon ni X ni Y, mais qu'il a des composantes sur les deux? Eh bien, évidemment, on ne va pas tout refaire. On va se resservir du raisonnement qu'on avait fait sur X. Bien sûr, tout ça, c'était une préparation pour cette question. Et donc, ce qu'il suffit de dire, c'est que EX sera de la forme E0 sur racine de 2 exponentielle J oméga T, donc moins N0 KE, puisqu'on voit N0, donc moins KZ moins E. Le travail qu'on avait fait reste vrai pour la composante sur X. Et puis sur Y, eh bien simplement, l'indice est différent. Donc ce sera plus N0, mais ce sera NE. Donc KE moins K. Et une fois qu'on est retourné dans le vide, ou dans l'air, assimilé au vide, eh bien on retrouve un vecteur d'onde K standard. Alors, l'idée c'est quoi? Évidemment, l'idée c'est que maintenant la polarisation est modifiée, puisqu'on a introduit une différence de marche ici entre les deux composantes à cause de la différence d'indices, justement. On retrouve que si les indices sont les mêmes, les termes de propagation sont les mêmes. Alors quelle est cette différence de marche? On pourrait delta de x par rapport à y, donc ce serait moins n0, alors on pourrait même mettre le déphasage peut-être, phi de x par rapport à y, donc c'est moins n0 ke, moins, donc plus ne KE. Et bien sûr, on retrouve une formule bien connue en optique, donc K en facteur, 2pi sur lambda. Et là, on va avoir une différence de marche, cette différence de marche étant une différence de chemin optique. Donc N, E et la différence des indices, ici NE moins N0. Donc voilà, en fait, toute la physique des milieux biréfringents tient dans cette simple formule. Donc phi est égal à 2pi sur lambda, E fois delta N. Delta N, alors on peut prendre plus ou moins phi. Hein, bon, parce que en fait, ben voilà, là c'est le déphasage de X par rapport à Y. Et donc, a priori, ce déphasage introduit entre les deux composantes va modifier l'état de polarisation. C'est un déphasage constant. L'état le plus général, c'est une polarisation elliptique. Alors si tu as un peu du mal avec tout ça, hein, je te renvoie aux vidéos sur les différents états de polarisation. Tout cela est détaillé. D'ailleurs, dans la vidéo, je le fais en notation réelle parce que je trouve que ça parle un petit peu mieux au niveau des courbes paramétrées. Mais on peut le faire en complexe ici aussi. C'est très bien comme ça. Petit c, montrer que si delta NE égale à P lambda avec P entier et lambda la longueur d'onde dans le vide, l'onde émergente est polarisée rectilignement dans la même direction que l'onde incidente. Alors, si delta NE est un multiple de lambda, on connaît bien ça en optique. La différence de marche entre deux franges consécutives de même nature, c'est lambda, et entre deux franges brillantes, c'est un multiple de lambda. Donc ça veut dire que le déphasage est un multiple de 2pi, 2ppi. Donc cela signifie qu'en fait, la différence de marche entre les deux composantes introduite par la biréfringence est un multiple de 2pi. Donc en fait, on n'a pas modifié l'état de polarisation, et donc l'état de polarisation reste rectiligne. Alors maintenant, l'analyse de l'expérience. Donc un groupe d'élèves de terminale a fait une très belle expérience avec polariseur, analyseur, et pour mesurer cette biréfringence. Alors tout cela est très très bien guidé, bien sûr, il fallait consulter le document qui était associé, donc que tu vas trouver avec l'énoncé. Alors, présentation du dispositif. On a un polariseur, un analyseur. Comment peut-on s'assurer qu'ils sont croisés? Donc un polariseur et un analyseur. Donc un polariseur, c'est la propriété de dichroïsme. Donc à la propriété donc, de polariser rectilignement une onde électromagnétique qui le traverse. Et donc on met un deuxième polariseur, mais que l'on appelle analyseur. Donc il va analyser
la direction de polarisation. Et quand ils sont tous les deux croisés, ce polariseur sélectionne uniquement une composante parallèle à sa direction de polarisation. Et donc, quand on projette ce vecteur E sur l'analyseur, eh bien, ça fait 0. Donc, si on met un écran derrière, on peut faire ça avec une lampe, n'importe quelle lampe, un laser par exemple, eh bien, donc il y aura obscurité lorsque les deux sont croisés. Voilà, quelque chose de très simple. Et plus généralement, si polariseur et analyseur forment entre eux un angle alpha, c'était peut-être l'occasion de le rappeler, tu as ce qu'on appelle donc la loi de malus. Donc I est égal à I0 sur l'écran, donc cos carré alpha. Et donc on voit que quand alpha vaut plus ou moins pi sur 2, on est bien en configuration polariseur-analyseur croisé, le cosinus est nul. Et donc on ne laisse passer aucune lumière. Petit b. Comment procéder pour orienter les lignes neutres du ruban adhésif à 45 degrés par rapport au polariseur et à l'analyseur? Donc ce qu'on voudrait faire, c'est prendre une direction de polarisation, une direction d'analyse perpendiculaire et mettre donc les axes X et Y à 45 degrés. Donc de ces deux directions, donc les lignes neutres de la lame à 45 degrés du polariseur et de l'analyseur. Alors pour faire ça, il faut d'abord repérer les lignes neutres de la lame par rapport au polariseur et à l'analyseur. Bien sûr, sur une lame quart-d'onde ou demi-onde, tu peux avoir la direction, mais si tu as du scotch, il n'y a rien qui t'indique véritablement la direction des lignes neutres. Donc pour ça, d'abord, il faut, donc c'est en 2 étapes. Première étape, c'est repérer les lignes neutres, les axes lents et rapides. Donc pour ça, il faut utiliser la propriété que seule une onde polarisée rectilignement selon les lignes neutres ne verra pas sa direction de polarisation modifiée, sauf cas très particulier comme on vient de le voir, évidemment, mais ça c'est voilà, pour une longueur d'onde quelconque. Donc, il faudrait d'abord aligner X et Y avec P et A. Et pour ça, donc qu'est-ce qu'il suffit de faire? De croiser polariseur et analyseur, d'intercaler, je le fais d'ailleurs dans une des vidéos de cours, j'intercale entre les deux, c'est une lame demi-onde ou une lame quart d'onde, et de tourner les axes de la lame quart d'onde ou de la lame demi-onde, donc ici du scotch, jusqu'à réobtenir l'extinction, puisque quand on la réintroduit, de façon générale, la lumière réapparaît, on a modifié l'état de polarisation, donc l'analyseur n'annule plus la lumière produite par le polariseur, parce que donc on a modifié l'état de polarisation, et seulement si les lignes neutres du scotch sont alignées avec polariseur-analyseur, alors eh bien, on réobtiendra l'extinction. Donc première étape, ce sont les alignés. Et deuxième étape, eh bien, c'est une rotation de pi sur 4 par rapport à cette configuration de 45 degrés pour se mettre dans cette configuration. Étalonnage du spectrogonio. Alors là, en fait, on nous explique qu'on avait un réseau, hein, il y a tout un schéma, éclairé en incidence normale sur une plateforme, et donc on mettait une lunette qui repérait un angle I. Hein, donc on est en incidence normale sur le réseau. Et à l'ordre 1, on a tout un tableau qui nous donne la position des pics pour 2 lampes spectrales différentes avec des longueurs d'onde différentes. Et on nous donne la valeur des angles, et même le sinus d'ailleurs, de cet angle probablement pour nous mettre la puce à l'oreille d'utiliser le sinus. Alors, on connaît la formule des réseaux. Hein, bon, là je viens de publier 3 vidéos sur le réseau. Donc si on a un angle d'incidence θ, un angle d'émergence I, donc la diffraction à l'infini, eh bien la formule des réseaux qui nous dit que la différence de marche, pour avoir des interférences constructives, la différence de marche entre les deux rayons passant par 2 centres de motifs consécutifs, c'est donc cette distance-là moins cette distance-là. Ici, on trouve l'angle θ. Là, on retrouve l'angle I. Donc, on projette A, le pas du réseau, A sinus θ, moins A sinus I. Donc, A facteur de sinus θ moins sinus I. Et donc, on sait qu'on va avoir des interférences constructives, étant donné qu'on a un très grand nombre, plusieurs milliers de fentes mutuellement cohérentes, uniquement si ce terme-là est un multiple entier de lambda, est égal à P' lambda. Alors, si j'ai mis P',
est égal à P' lambda. Et ici, donc, on travaillait en incidence normale. Donc, A sinus I est égal à P lambda en prenant P est égal à moins P'. De toute façon, P est entier relatif. Donc sinus I est égal à lambda sur A dans l'ordre 1. Donc, l'ordre 1, bien évidemment, c'est l'entier P. Donc, sinus I égale à lambda sur A. Alors, dans l'énoncé, on nous donnait un tableau donc avec une lampe spectrale, plusieurs lampes spectrales d'ailleurs, lampe à vapeur de zinc, lampe à vapeur de mercure, avec une liste de tout un tas de longueurs d'onde. On nous donnait même le sinus. Donc, pour valider cette loi et calculer le pas du réseau, on pouvait par exemple donc tracer sinus I en fonction de lambda. Et donc, on obtient une droite avec un excellent coefficient de corrélation 0,999 et quelques. Et donc, on peut calculer donc, le pas du réseau. Alors, on trouve A est égal à 1,7 micromètres, ce qui nous fait un nombre de traits par unité de longueur. Alors, je vais le noter N étoile pour ne pas confondre avec un indice. Donc, l'inverse du pas du réseau, donc d'environ 580 traits par millimètre, ce qui est donc un réseau typique utilisé en travaux pratiques, déjà un réseau de bonne qualité. Donc 580 traits par millimètre. Donc voilà comment on pouvait déterminer les caractéristiques du réseau. Donc en petit b, on nous demande quelles sont les principales sources d'incertitude sur la valeur de A ainsi obtenue. Alors on peut penser bien sûr à la mesure des angles sur le goniomètre qui est précise à la minute d'arc près. Donc sur le TP sur le réseau, je réexplique comment on peut mesurer tout ça, comment utiliser le vernier angulaire. Et donc voilà, donc on peut aussi évoquer la largeur de la fente source éventuellement si elle est un peu trop large, donc, mais principalement la mesure des angles. Alors, mesure de la biréfringence du scotch. Donc maintenant qu'on a tout ça, eh bien, on nous demande à quoi correspondent les raies d'absorption observées. Donc, reprenons un petit peu, récapitulons tout ce qu'on a raconté. Donc, en fait, on fait l'analyse spectrale d'une lumière obtenue donc, par passage dans un polariseur, donc une lumière blanche, puis dans cette lame de scotch d'une certaine épaisseur, d'épaisseur 10 fois E. Et puis, donc en polariseur, analyseur croisé, on analyse la lumière par un réseau, donc à la sortie de ce dispositif. Et donc, au niveau de l'alignement des lignes neutres et polariseur-analyseur, on est dans cette configuration-là. Donc, on peut appliquer tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est quelles sont les raies qui sont éteintes à la sortie de ce dispositif? Alors, évidemment, les raies qui sont éteintes, ce sont les raies dont la direction de polarisation est perpendiculaire à la direction d'analyse. Or, polariseur et analyseur étaient croisés dès le départ. Donc, cela signifie qu'il faut que la lame de scotch n'ait pas modifié la polarisation des ondes lumineuses qui la traversent pour continuer à avoir extinction. Ce sont ces longueurs d'onde-là qui vont être éteintes. Alors, bien sûr, pour ne pas modifier la direction de polarisation, une des solutions serait évidemment d'être selon une des lignes neutres. Or, on a vu que les lignes neutres de la lame ne sont pas alignées avec polariseur et analyseur, mais sont à 45 degrés. Donc, l'autre condition possible, eh bien, c'est que le déphasage introduit, ou la différence de marche introduite par la lame, soit un multiple entier de lambda. Et donc, c'était la condition de la question. Évidemment, on nous avait préparé le terrain. 3B, 3C, voilà. Donc l'onde émergente est polarisée rectiligneusement dans la même direction que l'onde incidente. Dans cette condition-là, effectivement, donc les longueurs d'onde qui vont vérifier avec P entier cette condition-là sont celles qui continueront d'être éteintes et toutes les autres vont subir une modification de polarisation. C'est ce qui faisait apparaître les magnifiques couleurs que l'on a vues tout à l'heure, que j'ai montré. Le fait que certaines raies soient éteintes, etc. Si ce n'est pas du blanc d'ordre supérieur, on peut éventuellement visualiser un certain nombre de teintes. Voilà, donc c'est très joli. Et donc voilà les longueurs d'onde en question. Alors, est-ce qu'on peut estimer la biréfringence dans la question B?
eh bien, on nous dit, donc en observant les spectres de la lumière après l'analyseur pour une ou deux épaisseurs de scotch, on remarque que les spectres sont continus. Donc ça signifie que la différence de marche introduite n'est pas suffisante. Donc il faut prendre une épaisseur plus grande à partir de 3 épaisseurs. Et donc on nous demande une estimation de la valeur maximale de delta n. Donc là, on peut dire que c'est l'épaisseur totale si on superpose plusieurs lames de scotch. Donc voilà ce qu'on peut dire. On peut dire que delta n fois 3e va valoir lambda donc, du visible. Et donc le delta n maxi, donc delta n maxi, donc on pourra dire que ce sera lambda max dans le visible, donc divisé par 3e. Donc on pourrait prendre 800 nanomètres, donc divisé par 3 fois, on avait donc l'épaisseur du scotch, 28 d'une épaisseur de scotch, 28 10 moins 6 mètres. Et donc on obtient de l'ordre de 1,4 10 moins 2 pour cette variation d'indice. Donc une majoration probable de cette valeur, delta n max, donc un ordre de grandeur de ce delta n. Alors si on veut faire une mesure plus précise, eh bien ce qu'il faut c'est exploiter les données du texte, les différentes longueurs d'onde qui sont éteintes, donc pour une épaisseur de 10 fois l'épaisseur d'une lamelle de scotch. Et donc en réexploitant cette relation-là, eh bien, on peut remonter à la valeur de delta n pour trouver quelque chose qui est du même ordre de grandeur que ce qu'ont fait les élèves de terminale très brillants qui ont réalisé cette étude, donc à l'aide de leur petit logiciel de géométrie dynamique. Là, on voit qu'on a déjà le bon ordre de grandeur, donc environ 10-2. Alors évidemment, c'est une variation d'indice, c'est sans unité, c'est environ donc le centième de la valeur de l'indice qui est lui-même de l'ordre de l'unité. Voilà, et bien j'espère que cette correction t'a été utile. Je pense qu'elle l'est à plusieurs titres et pas seulement à cause des questions qu'elle traite en soi, mais aussi dans l'idée de donner juste ce qu'il faut d'informations à ton correcteur, mais toujours un petit peu plus, d'aller un tout petit peu plus loin parfois, rappeler la loi de Malus, rappeler l'équation d'Alembert dans le vide, voilà, des choses qui n'étaient pas explicitement demandées, mais qui, voilà, dans ta rédaction, très rapide, il ne faut pas en mettre de trop non plus, mais peuvent valoriser ta prestation, ta copie, et t'aider à passer le cap. Bon courage!